Salut Daniel, j'espère que tu vas bien. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Salut Maxime. Bah écoute, je vais bien et le plaisir est partagé. Tu as pu déjà écrire un livre de fiction, Alice au pays des cryptos, et tu es directeur pédagogique chez Aliera. Et C'est ça. pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter ton parcours pour en arriver jusqu'ici? D'accord. Bah, je vais essayer de commencer à un point qui me semble névralgique. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, je suis auteur d'une bande dessinée, je suis directeur pédagogique, j'étais en enseignement depuis très longtemps et je vais commencer l'histoire de ma vie par le bac. Me bac en poche, en fait, je recherche en fait une université ou un IUT pour apprendre à développer en fait des jeux, puisque j'adorais jouer à des jeux vidéo et je voulais en créer un et donc je rejoins l'université de Versailles-Saint-Quentin et très rapidement à l'université de Versailles-Saint-Quentin, je me rends compte que dans l'informatique, il y a beaucoup plus de subtilité et de problèmes passionnants que le simple fait d'écrire du code, comme notamment l'algorithmique, comme notamment la sécurité informatique, comme notamment les réseaux, les graphes et toutes ces choses-là. Donc je me passionne pour les mathématiques appliquées à l'informatique au point où je reste à l'université jusqu'à faire un doctorat en algorithmique des réseaux. Donc en fait, c'est toute la recherche scientifique qui est liée à la manière avec laquelle Internet devrait s'articuler, quels sont les protocoles qu'il devrait utiliser pour garantir la qualité de service et donc déjà garantir aussi une certaine forme de décentralisation au sein d'Internet. Euh, j'ai toujours enseigné depuis que je suis à l'université. J'encadrais les C2I, donc les certificats d'Internet et informatique qui étaient délivrés à l'université de Versailles-Saint-Quentin à l'époque. J'en avais fait l'enseignement et l'encadrement des tuteurs. Et très rapidement, j'ai eu on m'a dit que je faisais bien l'organisation de l'enseignement. Et pour le coup, quand j'ai fini ma thèse et que je rejoins l'entreprise d'un ami qui faisait des ERP sur mesure pour des PME, j'ai voulu continuer à enseigner pour le coup. Et j'ai été contacté par une école qui s'appelle Ethique, qui forme en fait à des experts dans les techniques du numérique et de la communication et qui font le mouton à cinq pattes en fait. C'était une grande fierté d'avoir travaillé là-bas puisqu'ils font le mouton à cinq pattes en fait du marché du travail français, à savoir un chef de projet qui est à la fois capable de savoir un tout petit peu développer, qui est en même temps un peu designer et qui est en fait multilingue en fait dans les métiers du numérique. Et j'ai très rapidement été séduit par l'école. J'ai enseigné ce que je savais faire de mieux, à savoir les protocoles d'Internet, l'histoire du numérique, l'histoire du cypherpunk, l'histoire du open source, le chiffrement asymétrique. Et à un moment donné, bah, nos chemins se séparent. Je me remets au code puisque je savais faire ça depuis un moment déjà. CTO d'une petite agence de services informatiques qui s'appelle Zogma. Et pendant cette formation-là, je décide de mettre au Web3 parce que je commence à avoir des clients qui me disent, bah voilà, on aimerait bien pouvoir s'authentifier par wallet. Je savais vaguement en quoi ça consistait, mais j'étais assez surpris et agréablement surpris que professionnellement on me réclame la chose. Je rejoins donc Alira pour me former en tant que développeur Ethereum en l'occurrence. Et pendant la formation, je vois quelque chose, je découvre quelque chose une énergie très particulière que je n'ai trouvé nulle part ailleurs, d'enthousiasme, de passion, de sentiment de pionnier, avec des apprenants en fait qui sont très enjoués en fait de rencontrer une forme de famille numérique. Et bah, quand je finis ma formation, je propose ma candidature et elle fut acceptée. Et je suis depuis lors directeur pédagogique chez Alira. Voilà, ça c'est globalement le parcours. Mon rapport à la blockchain, au crypto par rapport à ça, c'est un peu particulier parce que je fais partie de ces gens qui ont connu Bitcoin très très tôt et comme 99% des gens n'y ont pas trouvé un intérêt certain. C'était dans mon laboratoire de recherche où effectivement le sujet de mes recherches était les mécanismes décentralisés et arrive sur la très longue pile des choses que j'ai à lire, un protocole de monnaie décentralisée, donc en l'occurrence Bitcoin. Voilà, un protocole de paiement décentralisé. Donc je lis le truc avec un assez grand intérêt. Moi, j'ai toujours trouvé le truc intéressant d'un point de vue automatisation. Dans le fait de se dire, bah, ce truc-là, en plus, il peut vivre tout seul, il a besoin de personne pour le faire tourner, donc c'est plutôt bien pensé. Mais je mets ça de côté en me disant que j'aurais peut-être plus de temps. Et donc, comme 99% des gens qui avaient une tête plus ou moins bien faite et qui connaissaient les enjeux techniques, je passe à côté de Bitcoin et je ne le rends compte que beaucoup plus tard. Pour ne rien te cacher, un peu, avant rejoindre Alira, j'achète un peu d'Ether pour pouvoir l'utiliser comme carburant, puisque j'avais bien compris qu'il en fallait pour pouvoir développer dans le Web3.
Et ça a été mon deuxième retour à la crypto à ce moment-là. On est en 2018-2019. Et lorsque tu étais étudiant, c'était quoi le contexte d'Internet à cette époque? C'était quoi, Bah, à quel stade c'était Internet? Bah, c'est très particulier parce qu'on parle de 2000-2001. Quand j'arrive, enfin 2000-2001, quand j'arrive à l'université, moi j'avais un ordinateur depuis très longtemps. Mon père avait acheté un ordinateur quand j'étais au collège, donc c'était dans les années 90. Ça coûtait un bras, c'était extrêmement cher. C'était un Commodore, puis après on est passé sur un IBM. Et en l'occurrence, ce qui est particulier, c'est que je faisais partie de ces enfants, enfin de ces jeunes collégiens, qui a tout de suite été émerveillé par l'objet. Très sincèrement, quand j'ai vu l'ordinateur, alors la passion de mon père pour l'objet, à mon avis, jouait beaucoup, hein, mais quand j'ai vu tout ce qu'on pouvait en faire, que j'ai commencé à me rendre compte avec un modem et en me connectant sur Internet, que je pouvais échanger avec des gens partout sur Terre, que je pouvais accéder à 24 heures sur 24 à des données qui étaient stockées un peu partout, j'ai assez vite été fasciné par l'objet. Et quand je suis arrivé à l'université, enfin moi je faisais partie au lycée des gens qui, recevaient des coups de fil des parents. Donc mon père me donnait le téléphone parce qu'à l'époque on n'avait pas de portable et j'avais des parents en colère qui expliquaient qu'il fallait absolument que j'arrête de parler d'internet à ces enfants, que j'arrête de les amener à la maison et de leur montrer les forums et leur montrer les mails et tout ça, parce qu'ils voulaient pas de ça chez eux. Donc moi je fais partie d'une génération, où des parents en colère m'appelaient en disant qu'ils n'auraient pas internet chez eux. Voilà. Et en fait, je pense que quand tu te confrontes à une violence et une certaine forme d'obscurantisme comme celle-là, bah, tu te sens d'une certaine manière habité par une sorte de mission et qui tu dis, bah non, Internet, ça peut être intéressant, il y a des dangers, mais bah, comme la voiture, comme manipuler de l'électricité, comme aller dans une piscine, tu peux te noyer, mais c'est quand même bien d'aller sur la piscine, enfin dans la piscine. Et pour le coup, quand je rentre à l'université et que je me rencontre dans une université où en fait tu as un vrai mélange de classes sociales, où tu as des gens qui ne sont pas du tout du même milieu que toi, contrairement au lycée où ça peut être un peu plus on va dire, masqué, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont 18-20 ans et qui n'ont jamais touché à un ordinateur de leur vie. Ou qui l'utilisent de manière, ils ont touché à l'ordinateur de papa 2 ou 3 fois et ça ne les intéresse pas. Et mis en place à cette époque-là, comme je t'expliquais tout à l'heure, le certificat d'internet et informatique, donc en gros un espèce de brevet de permis de conduire d'internet. Et en gros, c'était 12 heures de formation durant lesquelles tu apprenais à utiliser un traitement texte, un tableur, des mails, un moteur de recherche, un navigateur correctement, à savoir mettre des bookmarks et tout ça. Donc en fait, ce qui serait pour toi et moi des banalités aujourd'hui, devait tout de même être enseigné à l'université, parce que le ministère de l'Éducation, dans une certaine forme de sagesse, on doit l'avouer, avait décidé qu'il fallait que quelqu'un qui sorte de la première année d'une université ou d'un enseignement supérieur français sache utiliser l'outil numérique pour réduire ce qu'on appelait à l'époque la fracture numérique. Bon, voilà. Et très rapidement, j'étais très très fier d'être tuteur de ça, puis d'organiser la formation des tuteurs pour ça. Et en fait, le rapport qu'il y avait à l'université, c'était vraiment ça. C'est que on a du mal maintenant à se l'imaginer, mais il faut se rappeler d'une époque où tout le monde n'utilisait pas Internet, tout le monde n'utilisait pas les ordinateurs, et beaucoup de personnes n'utilisaient ni l'un ni l'autre, et avec une certaine animosité, en disant qu'ils ne toucheraient pas à ça, que ça va voler des boulots, que c'est du pédocriminel nazi, etc., etc. Et en fait, très rapidement, enfin, je dirais pas l'ignorance, parce que c'est pas de l'ignorance, mais une certaine forme d'obscurantisme, bah, je l'ai toujours vu comme étant quelque chose qu'il fallait que je combats avec gentillesse, en étant un peu pédagogue. Euh, et ça a animé un peu tout le reste, hein. C'est-à-dire que quand j'enseignais Internet, c'est pour expliquer aussi que la philosophie cypherpunk avait une origine, que l'open source n'était pas juste là pour offrir des logiciels gratuits, mais qu'il y avait une véritable philosophie qui était derrière. Et tout ce qui est vie privée, tout ce qui est intimité numérique, qui sont des sujets en fait avec lesquels tu peux très facilement enfermer, diaboliser, esclavager numériquement des gens. Et si on n'est pas là pour les éduquer à un minimum, ils vont naturellement se faire exploiter par d'autres. Et on le voit encore aujourd'hui. Mm. Donc voilà, c'était un peu le contexte que j'avais. J'avais l'impression de vivre cette espèce de mai 68 numérique un peu particulier à l'université à cette époque-là. Ok. Et est-ce que tu ressens la même chose aujourd'hui avec les crypto-monnaies? Bah, ouais, très clairement. Je veux dire très très clairement, hein, il y avait un collègue à moi qui avait fait un post Twitter et je ferai un post LinkedIn à ce sujet, mais bien bien épais, qui est de dire ne pas aimer Bitcoin, c'est comme ne pas aimer Internet dans les années 90. C'est exactement pareil. Très sincèrement, hein, les mécanismes
les mécanismes défensifs, culturels sont scrupuleusement les mêmes. Je prends des discours, je remplace Bitcoin par Internet, j'ai la même phrase, absolument la même phrase, et dit avec la même assurance, le même aplomb et la même agressivité. Il y a un point aussi qui est important, c'est qu'on a tendance à déceler dans des symptômes des maladies, enfin, à déceler dans des symptômes de mauvaises choses, alors que ces symptômes, même s'ils sont pas bons, sont la conséquence d'une bonne chose. Je m'explique rapidement. Euh, Lorsqu'Internet est arrivé, il y a eu des milliers d'entreprises qui ont voulu tirer leur épingle du jeu, qui ont voulu inventer des services numériques pour tout et n'importe quoi, parce que des gens qui étaient des gens qui saisissaient les opportunités, des gens un peu visionnaires, des entrepreneurs, disons les choses clairement, voyaient que ça allait être un outil qui allait permettre énormément de choses et que celles et ceux qui proposent un service intelligent utilisant ces outils, s'ils arrivaient à bien le commercialiser, il y avait moyen de faire jackpot. D'accord? Ça a été pareil pour l'automobile. Quand les premières usines automobiles se sont créées en France, tu avais des centaines de compagnies. On a tendance à oublier qu'il y avait des centaines de compagnies automobiles en Europe à une époque. Maintenant, il y en a quelques-unes, mais à une époque, plein de gens voulaient créer leur auto, alors qu'il y a quand même une certaine logistique forte à mettre en place. Quand il y a eu effectivement la bulle d'Internet, et que d'une certaine manière, il était très très simple de créer une start-up numérique, juste 3 personnes dans un PC dans un garage, mais qui sommes-nous pour critiquer celles et ceux qui ont voulu tenter leur chance? Et donc, il y a eu cette espèce d'explosion de la bulle Internet. Et on me dit, oui, mais les cryptos, c'est comme Internet, c'est une bulle. Et je dis, mais putain, donc vous n'apprenez pas la leçon, en fait. Ça veut dire que quand il y a des milliers d'entreprises qui se précipitent dessus, quand il y a une espèce d'explosion cambrienne de projets, d'arnaques, d'effervescence, de passion, c'est qu'il y a quelque chose qui va se cristalliser et que les survivants vont très probablement avoir une place prédominante dans l'économie de notre pays et de notre monde. D'accord? Ce qui fut le cas pour le numérique. Bah oui, parmi tous ces hippies un peu dégénérés qui voulaient dire que l'informatique c'était génial, bah tu avais Apple, tu avais Microsoft, tu avais Google, tu avais naturellement les réseaux sociaux, tu avais tout ce qu'on a aujourd'hui. Ça a commencé par des gens qui étaient un peu fous dans leur écosystème, qui était l'écosystème de l'informatique au sens large. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'au niveau de la crypto, effectivement, il y a Bitcoin qui est un combat politique et un combat idéologique et qui est très particulier à mon sens et que je mets volontairement de côté. Ethereum qui je mets aussi de côté parce qu'il y a quand même un standard dans la dApps. Tout le reste, c'est quand même beaucoup, hein, profite en fait de cette explosion cambrienne, de cette effervescence. Il va y avoir des choses qui ne vont jamais germer, comme des espèces animales n'ont jamais évolué plus loin que cette explosion-là, mais ça va définir notre paysage numérique et économique de demain, c'est évident. Et parce que ce n'est pas simple à comprendre, parce que les cryptos et Bitcoin, c'est un peu comme du café, c'est un peu comme de la bière. La première fois que tu goûtes, c'est dégueulasse. La première fois que quelqu'un découvre Bitcoin, à part d'être très particulier, personne que je connais n'a pas eu une méfiance naturelle, une suspicion réactive en connaissant Bitcoin. On dit attends, c'est de l'argent, mais c'est pas des banques, c'est pas l'État, donc il n'y a aucun avocat qui me protège, il n'y a pas de service après-vente. Ah ouais, d'accord, donc ton truc c'est probablement une arnaque. C'est normal qu'on réagisse comme ça. Si une nouveauté ne dresse pas chez nous quelques comportements de méfiance et de prudence, ce n'est pas une nouveauté. Et il n'y a que les nouveautés fortes comme Bitcoin, comme Internet, comme l'ordinateur, comme l'imprimante, comme tout ce que tu veux, qui sont capables en fait de métamorphoser nos sociétés. Et si on ne jette pas de cailloux sur quelque chose, c'est que c'est pas nouveau. Si quelque chose est nouveau, il y a des gens qui vont jeter des cailloux dessus. C'est normal. Et en fait, quand les gens disent regarde, il y a des gens qui jettent des cailloux et regarde les arnaques, donc c'est bien la preuve que c'est pas bien, bah, j'ai envie de leur dire, bah, c'est justement la preuve qu'il est en train de se passer quelque chose. Et en fait, pour que quelque chose de fort ait lieu, il y a ces symptômes un peu moqueurs qui doivent avoir lieu. Et s'il n'y a pas ça, ça veut dire qu'il n'y a pas des hommes politiques en cravate qui disent c'est de la merde, c'est que c'est pas nouveau. Euh, donc il ne faut pas se fier au message, il faut se fier aux symptômes, parce qu'en fait l'histoire en regorge et c'est très photocopié. Et si on a fait un tout petit peu histoire des innovations et histoire de la science, comme moi j'ai fait à l'université, bah en fait on réalise que l'être humain n'a pas changé en 2000 ans. Donc voilà, c'est un peu je suis long dans ce que je dis, donc n'hésite pas à m'interrompre avec des questions, hein, sinon on en a pour 2 heures. Hein.
Non, mais je te laisse continuer, tu dis des choses pertinentes, donc voilà. Et je voulais savoir, qu'est-ce que tu dirais aux parents qui te disaient de pas parler d'Internet aujourd'hui? Qu'est-ce que tu leur dirais si tu les croises? Là, je les croise aujourd'hui. Euh, Déjà, j'ai fait des cauchemars, c'est pas gentil, non, je plaisante. Qu'est-ce que je leur dis? Je leur dirais que c'est pas des mauvais parents. Je leur dirais que c'est pas des mauvais parents parce que ils doivent beaucoup aimer leurs enfants pour avoir peur pour eux comme ça. Ça, c'est le premier point. Après, je leur dirais que donc c'est parce que c'est une preuve d'amour hein, de vouloir protéger son enfant comme ça. Il faut pas non plus, on peut pas leur jeter une pierre à ce niveau-là. Et par contre, ce que je leur dirais, c'est que ils sont un peu le fruit de ce qu'ils ont appris, dans le sens où à l'école, je parle de l'école en France. Moi, j'ai rejoint l'école en France aux alentours du 6e CM2, d'accord. Avant j'étais en Espagne, et donc j'étais sous le système éducatif espagnol, d'accord. Bon. Et j'ai reçu des cours de langue et tout ça pour arriver en France et pas être complètement dépaysé. Bon. Et en gros, ce que j'ai remarqué dans le système éducatif français, et qui est assez criant quand on le compare au système éducatif anglais, allemand ou latin, c'est qu'il y a une diabolisation de l'erreur très forte en France, je trouve. D'accord. Et si je me permets d'en parler comme ça avec une certaine assurance, c'est parce qu'il s'avère que l'éducation, c'est mon métier et que j'étudie ça depuis beaucoup d'années. Et en fait, ce que j'avais remarqué, c'est que quand je levais la main, quand j'étais gosse dans le système français, je répondais à des questions sans être certain de la réponse. Ça a l'air bizarre comme ça, mais on Ouais. m'avait appris que lorsque tu penses qu'une situation est juste, enfin, quand le prof ou la prof pose une question, tu penses avoir la bonne réponse, mais tu n'en es pas certain. Ça veut dire que tu dis, je pense que c'est ça. Moi, je levais la main. Et en fait, j'ai très rapidement remarqué que ceux qui levaient la main étaient ceux qui étaient sûrs de leur réponse. Et que si tu avais le moindre doute, tu ne levais pas la main, parce qu'en fait, si tu levais la main et que tu disais une bêtise, tu te faisais ridiculiser. Et ça m'a marqué. Parce que moi, comme un con, je levais la main dès que j'avais une idée. Donc j'étais très insupportable comme gamin, tu peux imaginer. Mais pour le coup, ce que j'avais remarqué, c'est que je me suis dit, si il n'y a que quand tu es sûr que tu as le droit d'être un bon élève et que tu n'as pas le droit à l'erreur parce qu'on va s'en moquer, et même la manière avec laquelle sont orchestrées les dictées, où en fait on ne corrige, enfin on ne signale que les fautes et jamais ce qui est bien écrit, et que globalement, bah, d'une certaine manière, on a un rapport à l'erreur qui est très particulier. Et ben, je pense en fait que ça, à l'âge adulte, ça crée dans la manière qu'ont de réagir les Français par rapport au risque une certaine méfiance naturelle très renforcée. Il n'y a qu'à voir par exemple la quantité de Français qui ont des actions en France qui est inférieure à beaucoup d'autres pays. La quantité, la proportion, alors ça a changé avec le Covid, mais la proportion des Français qui sont à leur compte, qui sont entrepreneurs ou qui ont créé leur société, on a des taux les plus bas du monde. Voilà. Ça veut dire que si tu veux chercher un des pays où il y a le moins de en pourcentage de personnes qui ont créé leur boîte, bah en France, c'est un des derniers pays, un des 50 derniers pays au monde à faire ça, quoi. Donc en fait, on est carrément pas courageux d'un point de vue entrepreneurial, d'un point de vue financier. On n'est pas des gens courageux en France. Voilà, c'est la réalité, c'est comme ça. Et donc maintenant, plutôt que de se fouetter et de se diaboliser, il faut essayer de comprendre pourquoi. Moi je pense qu'effectivement, ça vient un peu de ça. Et donc effectivement, il est plus noble, plus socialement valorisant de refuser l'innovation sous prétexte de prudence plutôt que de prendre le risque de l'utiliser et de se faire pigeonner. Et en fait, les gens qui ratent les trains ne sont jamais moqués en France. Il n'y a qu'à voir, par exemple, les ministres qui ont dit qu'Internet c'était de la merde. Est-ce qu'ils sont dans les plateaux télé où on leur dit, écoutez, vous êtes conscient quand même qu'avec vos discours politiques, les startups et les génies français sont partis enrichir l'économie américaine et que nous, on n'a pas un seul Google, on avait moyen d'avoir des licornes en France. Euh, les meilleurs ingénieurs de télécom de l'époque étaient français. Louis Pouzin, avec le réseau Cyclable, Internet aurait pu être français. On avait l'ingénierie, l'intelligence d'être des pionniers de l'économie numérique mondiale. Et en fait, les gens qui ont un savoir, bah, à un moment donné, deviennent fous en France, s'en vont, parce qu'ils n'ont pas moyen de faire avancer les choses en France. Et il s'avère que malgré ce constat-là, qui est un constat très fort et très douloureux, tu n'as jamais une émission, on fait venir un ministre et on lui demande de justifier, ou entre guillemets, je dirais pas qu'on le ridiculise,
mais on le met devant le fait de peut-être auriez-vous dû être plus ouvert d'esprit. T'as jamais cette émission-là. Et les gens se disent ah bah c'est normal qu'on ait raté le train. C'est pas normal qu'on ait raté le train. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas ça forcément que j'aurais dit aux parents, mais d'une certaine manière, je peux comprendre effectivement que c'est pas simple. Maintenant, il faut juste être un peu plus courageux. La mondialisation, ça n'a pas que du mal. La mondialisation, ça permet aussi de voir comment réagissent les autres peuples. Et je suis désolé, quand on voit les études de Bitstamp, et je les mettrai en lien pour que tu puisses les mettre dans le podcast, où la France est le pays audité où les gens ont le moins confiance dans la crypto, bah, ça ne veut pas dire que les Français sont plus intelligents que le reste du monde. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'on est plus sage, plus intelligent, plus clairvoyant. Ça veut simplement dire qu'on a été entraîné, éduqué, habitué à la prudence avant la moindre prise de risque ou la moindre ouverture d'esprit, technologique en tout cas. Euh, et voilà. Donc on est un peu les fruits du bain dans lequel on baigne et ses parents sont victimes de ça. C'est pas leur faute. Très bien. Et j'ai l'impression que tu étais quelqu'un de très différent de la mentalité française. Et tu t'es même intéressé à la décentralisation avant même d'avoir découvert Bitcoin. Ouais, Pourquoi ouais, cette différence? Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui était différent dans ton éducation comparé à celle de la France? bah, j'ai eu deux choses merveilleuses. J'ai eu un père qui adorait l'informatique et pour le coup que lorsque les autres parents disaient qu'Internet c'était le mal et que d'autres camarades se moquaient de moi, mon père disait non, c'est bien, c'est intéressant, continue à t'intéresser. Et si j'aurais pas eu un père comme ça, bah, peut-être que j'aurais été comme les autres. Donc il y a aussi comme ça des gens qui vous accompagnent dans votre vie et qui vous donnent confiance dans ce que vous faites et je ne remercierai jamais autant mon père pour ça. Il y a un autre point, par exemple, qui est simple, c'est que je me suis intéressé très rapidement à l'informatique parce que j'aime bien ce petit côté ordonné. J'aime bien ce petit côté pas de surprise. Ça veut dire que le programme va s'exécuter, c'est une machine Turing, donc c'est une machine Turing complet, donc ça va faire exactement ce qu'il faut et on ne peut pas mentir. Une machine ne peut pas mentir. Une machine ne peut pas te escroquer. Une machine ne te trahit pas. Et c'est rassurant de se dire que les protocoles, donc un ensemble de règles communes qui disent les ordinateurs vont fonctionner comme ça, et donc toi, si tu codes des choses, tu vas faire ça. Bah, j'ai bien aimé en fait la construction d'une vérité commune et la construction de protocoles communs. Donc j'étais amoureux des logiciels open source, j'étais amoureux de la manière avec laquelle Internet fonctionnait et fonctionne encore. Pas les GAFAM, Internet qui est en fait 50 000 boîtes qui ont tiré des tuyaux entre elles, qui ont tiré des câbles, qui ont tiré des serveurs partout sur Terre. Donc c'est une des plus grandes coopératives technologiques du monde, avec un financement qui dépasse les autoroutes. Enfin, il y a plus de dépenses dans les tirages de câbles que dans la construction des routes dans le monde. Et donc en fait, c'est une des infrastructures les plus puissantes de l'humanité, ont été construites de manière totalement décentralisée avec des entreprises indépendantes et on a réussi à rendre cet objet fonctionnel mondialement parce que l'humain est capable de définir des règles qu'il respecte. Et rien que j'étais fasciné par Internet, par sa décentralisation, par effectivement la puissance qu'il était capable de dégager, ce qui la rendait possible, c'est tout le plus important. Et quand j'ai vu effectivement Bitcoin, c'est exactement la même chose, à la différence que c'est un service pour de la monnaie, c'est un service pour du transfert de valeur. Mais il a ses caractéristiques de résilience, de robustesse, de construction de vérité commune et humaniste, j'ose le mot. Bitcoin est profondément humaniste, il est profondément de gauche dans sa manière de créer un collectif monétaire. Et, euh, et ça m'a plu. Ça m'a plu parce que d'une certaine manière, dans un monde où les grandes choses sont désignées par des hommes ou des femmes qui ont un certain pouvoir et donc inévitablement le désir d'en abuser, il était beau de voir des créations de l'être humain qui peuvent donner tous les bénéfices qu'on est en train de citer actuellement, sans pour autant aliéner ceux qui l'utilisent et glorifier ou enrichir de manière totalement abjecte celles et ceux qui en sont les maîtres. Et bah, pour le coup, voilà, je ne vois pas beaucoup de différence dans l'ADN qu'a Internet par rapport à ça, et ce qu'a Bitcoin, ce qu'a Ethereum, et ce qu'il y a de solutions blockchain très décentralisées, hein, parce que les travers humains, la nature va chasser la nature et revient au galop. On a des blockchains, on a des protocoles qui sont décentralisés que sur le papier et qui sont très centralisés, et on refait venir les vieux démons de l'être humain dans un terrain dans lequel on pourrait faire pousser des plus belles fleurs, je pense. Est-ce que c'est pas contre-intuitif que les partis de gauche rejettent et ne s'intéressent pas à Bitcoin?
Ouais, alors on a eu la chance d'accueillir des membres députés du Parti pirate. Il y a eu comme ça à un moment donné où un parti de gauche alors je dirais pas qu'il a dit du bien de Bitcoin, mais il en a pas dit du mal, ce qui est déjà assez remarquable. Et pour moi, c'est extrêmement contradictif. Et en fait, ça vient du fait que il y a un parallèle. Alors, je suis pas du tout politicien, c'est pas mon métier de parler de ces choses-là, donc je peux dire des choses qui peuvent sembler être aberrantes, mais en tout cas, c'est mon point de vue. C'est qu'il y a un rapport qui est de dire que l'État, si tu aimes l'État, tu es de gauche. Et donc, comme Bitcoin, c'est la monnaie sans État, ça retire de la puissance à l'État. Donc, si tu veux un truc qui retire la puissance à l'État, qui te dominerait, t'es pas de gauche. Bon, déjà, définissez-moi ce qui est de gauche, d'accord? Parce que je vous rappelle que tout pour l'État, rien en dehors de l'État et tout avec l'État, c'est une citation de Mussolini, hein. C'est pas une citation d'un gauchiste français. Donc, la fascination par l'État qui doit tout contrôler, c'est pas ça la gauche. En tout cas, c'est pas ma vision de la gauche, d'accord? Il n'empêche tout de même que oui, je trouve ça assez bizarre parce que justement Bitcoin est un produit collectif. Et qu'en fait la seule chose qui peut avoir une certaine forme de danger pour certaines institutions de gauche, c'est qu'effectivement ça remet en doute la politique keynésienne qui consiste à financer des politiques de gauche avec de l'argent magique. Donc là oui, effectivement, Bitcoin est une forme de danger. Mais si par exemple on lit Marc Alizard avec un merveilleux bouquin qui s'appelle Crypto-communisme, il explique aussi que dans une logique purement marxiste, Bitcoin, c'est l'appropriation collective des moyens de production monétaire. Donc, si ça, c'est pour vous pas un truc de gauche, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Ça veut dire que le collectif n'a pas besoin d'être porté par l'État, à mon sens. D'accord? Ça veut dire qu'il y a des émanations collectives, des émanations justes et équitables qui peuvent naître en dehors de l'appareil étatique. Euh, je pense aux collaborations, je pense aux associations, je pense éventuellement aux coopératives. Ces choses-là n'ont pas forcément besoin de l'État pour exister. Il s'avère qu'elles utilisent avec l'État, mais elles n'ont pas forcément besoin de l'État pour exister. Et donc, globalement, on peut avoir un objet de gauche qui n'est pas lié à l'État. Mais ça, c'est pas simple, parce que c'est compliqué de faire un objet qui garantit un collectif sans pour autant être protégé par une force étatique. C'est pas simple à imaginer comme objet. Pour moi, Bitcoin, je pense qu'il le fait. Pardon. Ok. Aussi, tu as un parcours assez pédagogue. Même durant toute ta carrière, tu étais intervenant, maintenant tu es chez Aliera et même à travers les réseaux sociaux. Hmm. Je voulais savoir pourquoi tu considères l'apprentissage comme quelque chose d'essentiel dans la vie d'un être humain. Pourquoi je fais ce boulot? C'est compliqué. Non, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Euh, je sais pas si c'est Confucius ou taoïste. Enfin, je vais paraphraser le truc. Hein, c'est pas la citation exacte. Hein. Mais en fait, si on part du principe qu'on est défini par ce qu'on fait, c'est-à-dire ce qu'on fait comme action définit ce qu'on est. Si on est une bonne personne, une mauvaise personne, ça va définir ce qu'on fait. D'accord. Moi, je suis intimement convaincu d'un raisonnement logique qui est assez fort, qui est fais attention à ce que tu penses, parce que ce que tu vas penser, tu vas finir par le dire. Ce que tu vas dire, tu vas finir, enfin, ce que tu vas dire, tu vas finir par le faire, et ce que tu vas faire va définir ce que tu es. Ce qui veut dire, si tu penses des choses mauvaises, tu vas finir par être quelqu'un de mauvais. Et si tu penses des choses fausses, tu vas finir par être quelqu'un de faux. Et en fait, ce que les gens pensent est scrupuleusement conditionné par ce qu'ils sont capables de penser. Entends bien que je retire toute notion d'intelligence, toute notion de sensibilité, Mm. Ouais. toute notion de génétique, bien entendu, et de culture. C'est-à-dire, je retire ce qui est la culture, je retire tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'arrache tous les biais que peut avoir un être humain liés à son éducation et tout ça. Enfin, liés à son apprentissage familial et tout ça. Et en gros, l'idée, c'est que s'il n'a pas les clés de comprendre ce qui l'entoure, on va tous avoir une vision affreusement différente des choses. Et en fait, moins on a d'éléments pour comprendre le monde, moins on a de clés de lecture de ce qui nous entoure, plus on est capable d'avoir une vision parfois même colérique parce qu'on ne comprend pas ce qu'on voit, parce qu'on ne comprend pas, on trouve ça injuste alors que ça se trouve c'est pas du tout injuste, parfois erroné, on trouve merveilleux des choses qui ne devraient pas l'être. Et donc, en fait, pour moi, l'éducation est importante parce que l'éducation est pour moi
ce qui permet aux gens de ne pas être esclaves. C'est pas la force, c'est pas la liberté, c'est pas la force, c'est pas la violence, c'est pas la fougue ou éventuellement le panache qui empêche quelqu'un d'être esclave. C'est la capacité de pouvoir déjà s'en rendre compte qu'il en est un. Et en fait, le stéréotype classique du gars qui bosse dans les champs avec des chaînes en acier, c'est la représentation la plus primaire de l'esclavage. Alors qu'il y a des représentations beaucoup plus subtiles, beaucoup plus discrètes, beaucoup plus tristes. Et en fait, l'éducation, c'est le moyen qu'on a de se rendre compte quand on est asservi à quelque chose, un État, une politique, une situation économique ou éventuellement des gens ou des supérieurs. Et sans éducation, on n'est pas capable de se rendre compte de cela et on n'est pas capable de se défendre de ça. Et on voit comment en fait des gens politiques ou des démagogues en abusent énormément, où en fait ils ont un discours qui est un discours d'émotion, qui est un discours d'indignation, qui est un discours de colère et de haine, et en fait est un discours qui surtout empêche les gens de réfléchir. Parce qu'en fait, si on ne réfléchit pas, on est beaucoup plus manipulable, et comme on est en démocratie, plus on manipule les gens, plus on a de voix, donc plus on a de pouvoir. Et donc, en fait, la puissance politique, la puissance de certaines personnes, je ne jette pas l'opprobre sur la classe politique, hein, c'est pas ça l'objectif, mais il y a une convergence, il y a une stratégie du jeu gagnante qui consiste à dire que certaines personnes ont intérêt à empêcher les gens de réfléchir. Parce que s'ils réfléchissent, ils sont des votants beaucoup moins dociles. Et pour ça, parce que je pense en fait que avoir une certaine critique de ce qu'il y a et comprendre les choses vous permet de plus difficilement être l'esclave de quelqu'un d'autre, bah je veux, c'est ma contribution, c'est ma petite mission à moi, c'est de permettre aux gens de comprendre le monde qui les entoure et de pouvoir participer à une guerre linguistique ou à une guerre des mots de manière beaucoup plus équitable. Voilà, tout simplement ça. Euh, et pour moi, c'est beaucoup plus important que de faire de l'argent. C'est beaucoup plus important que de faire des grandes choses. C'est beaucoup plus important que d'avoir un statut social ou une bagnole hors de prix. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont passionnés par le Web3, qui sont passionnés par l'innovation, mais dès qu'ils ratent une négo ou dès que en fait, le projet n'apporte pas la fortune qui était prévue, tout d'un coup deviennent quelqu'un d'autre, hein. Donc, des vrais passionnés, des vrais gens qui disent l'important, c'est ce que cela apporte à la population et ce que cela permet de, de libérer comme chaîne ou de protéger contre certaines formes d'asservissement, d'où la décentralisation, la création, la position cryptographique de ces choses, hein, tout ça. Euh, faut vouloir de cette manière une forme de monde meilleur. Et donc, il faut éduquer des gens à se dire ces outils-là, parce que les outils sont extrêmement puissants dans nos sociétés, ont tout ce qui leur permet d'être bénéfiques ou totalement maléfiques. Donc comprenez-les pour éviter que des gens les utilisent mal contre vous. Et comprenez aussi que certains outils dans leur nature sont peut-être destinés à être mauvais et certains outils dans leur nature sont peut-être même destinés à être bénéfiques parce qu'ils empêchent par leur nature certaines choses. Et de ne pas utiliser les choses parce qu'elles sont pratiques, parce qu'elles sont confortables, mais parce qu'elles sont vraiment. Et ça, c'est pas simple. Et nous sommes les premiers à avoir des défauts. Euh, on utilise un logiciel pour se rencontrer qui est très particulier, qui est lié à une multinationale, alors qu'on aurait pu utiliser un truc complètement open source. On utilise des systèmes d'exploitation, on n'est pas sur Unix. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que par confort, on utilise des outils qui peuvent être mauvais pour nous, alors qu'en fait, mais au moins on en a conscience. Toi et moi, on en a conscience. Sauf qu'il y a des gens qui n'en ont pas conscience. Et comme ils n'en ont pas conscience, Mm, bah, d'autres personnes peuvent abuser d'eux. Et ça me plaît pas beaucoup. Moi, je suis plutôt bienveillant. J'aime pas que les gens puissent profiter des autres. mm. Moi, ce que tu me dis actuellement, ça me rappelle un ami de Sciences Po qui m'a dit que chez un enfant, le fond prime plus que la forme, et chez un adulte, c'est la forme qui me prime plus que le fond. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, notamment avec la politique et même avec les discours. Certaines personnes ont juste une bonne forme, mais dans le Ouais, fond, il n'y a rien. bien sûr. Donc voilà. Mais parce qu'en fait, la forme est infiniment plus facile à analyser. Les premières secondes, les premiers avis qu'on a sur quelque chose, la première impression ne demande pas d'énergie, elle s'impose même à nous-mêmes. Réfléchir, c'est une dépense calorifique, hein. Donc, une partie de notre le fait parce que nous sommes des mammifères, on est conditionné à chercher la dépense d'énergie la moins élevée possible. Et en fait, la seule chose qui fait qu'on prend plaisir à réfléchir, c'est un, qu'on ait réussi à trouver que ce truc-là est socialement valorisant.
Ah, regardez, j'ai des grandes théories, donc les gens applaudissent, donc tu es content. Voilà, c'est l'ego, hein, c'est tout simplement, il n'y a pas de problème. C'est le fait de se dire que tu as l'impression de participer à quelque chose de grand, ce qui est plutôt mon cas. Donc il y a une forme d'éthos un peu impérieux. Euh, et à côté de ça, bah, la promesse de gagner du pognon plus tard, s'il n'y a pas ces choses-là, ou si tu n'as pas été éduqué à réfléchir, tu n'as aucune raison de le faire. Enfin, ton Mm. organisme, ta condition de mammifère ne t'encourage pas à ça. Et parce qu'on a cette conscience-là, bah en fait, beaucoup de gens en abusent. Et ça pose aussi des problèmes d'écologie, ça pose plein de problèmes, hein. Le fait de se dire, bah voilà, j'ai pas envie de lâcher mon petit confort, l'écologie c'est bon pour les autres, mais pas pour moi. Et puis si la planète elle explose dans 20 ans, on aura trouvé une solution. On est très peu alarmiste pour les dangers qui sont lointains. Par contre, notre confort immédiat, il est beaucoup plus prioritaire. Bah, c'est parce que notre cerveau est incapable de jouer la bascule de manière intelligente. L'éducation permet justement de compenser cette bascule. Mm. En tout cas, je l'espère. Et on parlait de l'éducation juste avant, et je voulais savoir un peu plus chez toi, est-ce que tes études en mathématiques et en informatique t'ont servi, te servent encore aujourd'hui? Alors, oui et non. La mathématique proprement parlée, enfin savoir gérer des fonctions génératrices et faire des maths au niveau que j'ai fait, très franchement, ça ne te sert à rien dans 99,9% des boulots, hein. Donc c'est pas l'usage mathématique, on va dire bêtement algébrique, qui me sert à quelque chose. L'informatique, bon, j'ai toujours codé toute ma vie, enfin depuis que je sais. Ça fait 20 ans que je code encore des smart contracts de temps en temps, plus pour le plaisir et pour la curiosité qu'autre chose, hein, réellement. Et je rêve d'avoir le temps de pouvoir avoir des langages. En fait, je jalouse énormément mes apprenants chez Alira. En tout cas, celles et ceux qui sont sur la partie technique, même pas que tous en fait. Parce qu'en fait, ils ont la possibilité, même parfois, d'apprendre des choses techniques que moi, je n'ai pas le temps d'apprendre. Et je les jalouse parce que j'aimerais bien l'apprendre aussi. Bon. Parce que je suis très curieux et j'aime savoir les choses, ça m'amuse, j'ai l'impression d'avoir plus de jouets. Bon. Et en fait, donc le développement de l'informatique, ça me sert beaucoup. Parce que ça me permet de comprendre en quoi une technologie s'articule et de sortir en fait ces buzz, ça rapporte du pognon, donc vas-y achète. Il y a beaucoup de charlatans dans le Web 3, vraiment beaucoup, Maxime, c'est vraiment, il y en a vraiment énormément. Beaucoup de personnes en fait qui n'ont aucune base technique, qui n'ont aucune compréhension profonde de ce qu'ils sont en train de vendre, mais qui, d'une certaine manière, comme tu l'as souligné, se focalisent sur le paraître et sur l'apparence des choses, sur la forme des choses, et se disent la promesse commerciale est belle, donc c'est bien. Bon, voilà. On ne peut pas non plus leur jeter la pierre, hein. Il faut bien qu'il y ait des gens qui apprennent à vendre. Sauf qu'en fait, bah, vendre l'innovation, c'est pas comme vendre des NFT. Il y a des choses plus profondes que ça, hein. Et en fait, il y a le fait de se dire, est-ce que ça répond à une véritable problématique technique? Est-ce qu'on peut pas le faire en Web 2 de manière plus simple? Est-ce que d'une certaine manière, c'est vraiment intelligent de le faire comme ça? Et pour cela, il faut malheureusement comprendre très intimement comment fonctionnent les systèmes d'information. Et ça, c'est pas anodin. Et ça, un doctorat en informatique m'a beaucoup aidé à le comprendre. À côté de ça, ce qui m'a beaucoup, beaucoup appris et que je pense qu'il devrait être au programme du lycée, c'est les mathématiques en ce qui concerne la théorie des jeux. La branche des théories des jeux, qui est une branche des mathématiques qui est pour moi merveilleuse, qui est quasiment une forme de sociologie, consiste en fait à modéliser en fait les comportements de joueurs, mais en fait au-delà de cela, des comportements humains dans des matrices pour dire quelle est la stratégie que devrait faire un joueur pour gagner la partie si l'autre joueur fait ceci, etc., etc. Alors bien sûr, ça sert pour les échecs, ça sert pour plein de choses, la théorie des jeux, mais globalement, ce qui est important, c'est que ça crée en fait des situations d'équilibre qui ont été soulignées d'ailleurs en l'occurrence par Alexandre Tachenko et Claire Balva il n'y a pas très longtemps, dans le fait de dire l'écologie, en tout cas la transition écologique, n'est pas possible avec un système monétaire qui crie aux acteurs de dépenser le plus rapidement possible les choses. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette Mm. logique qui consiste à dire que, le, comme les acteurs et le système, c'est qu'en fait, nous, on agit par rapport à ce qu'il est possible de faire et ce qu'il est notre intérêt de faire. Donc, si l'intérêt de tous les acteurs économiques, c'est de détruire la planète, l'être humain va détruire la planète. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, si tu as un système économique dont l'intérêt économique est de détruire la planète, ça va être fait. Il n'y aura pas de discussion. Et en fait, la théorie des jeux te permet de comprendre ça. Te permet en fait de comprendre l'action des gens. Parce que la morale n'est pas un mur imperméable. La culture n'est pas quelque chose d'imperméable non plus.
Les gens agissent dans leur intérêt, malheureusement c'est comme ça. Et par conséquent, la théorie des jeux te permet de comprendre cet intérêt-là. Donc oui, en mathématiques, c'est vraiment une discipline qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup servi, que je n'ai jamais modélisé avec un crayon et un papier lors d'une réunion, mais je percevais très clairement le jeu des gens et en fait ce qui était important pour eux. Et au-delà des grands discours, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, il y a des passionnés qui, dès qu'ils ratent une négociation, deviennent quelqu'un d'autre. Euh, Parce qu'en fait, la passion n'était qu'une façade. Voilà. Et est-ce que tu as des ressources sur pour aller plus loin sur la théorie des jeux? Des Théorie livres? des jeux, théorie d'introduction, il y a plein de bouquins. Il y a pas un livre, c'est une discipline. Donc l'avantage d'une discipline normalisée, c'est qu'elle est écrite à peu près partout pareil. Donc vraiment, vous cherchez introduction à la théorie des jeux, lisez, étudiez. Faut avoir un petit niveau de bac en maths, donc tu vois, c'est pas non plus monstrueux. C'est pas compliqué, très franchement, c'est une discipline qui est très peu difficile, mais qui vous permet aussi de réfléchir à ordonnancer les choses. La recherche opérationnelle, c'est un truc qui va beaucoup servir en mathématiques, qui est en fait le fait de pouvoir générer des algorithmes pour gérer en fait des entrepôts ou des choses comme ça. Bah, c'est quelque chose que j'utilise chez Mm. Alira. En me disant, bah voilà, comment je vais répartir la charge, clac, 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 bah, je prends mon petit calepin, je fais un petite matrice et je fais de la recherche opérationnelle, des pivots de Gauss et tout ça. Et en fait, un point aussi qui est essentiel, en plus de la théorie des jeux, et franchement, introduction à la théorie des jeux, n'importe quel bouquin, à mon avis, fait l'affaire parce que la discipline, c'est ce qui est le plus important. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est l'algorithmique aussi. Dans le sens où euh, organiser les choses de manière simple, ça veut dire s'il y a ça, on fait ça, s'il y a à faire, on fait ça, on retire un truc qui est le cas par cas. Je déteste le cas par cas. Moi, la manière que j'ai travaillé chez Alira, et j'ai toujours travaillé comme ça, c'est des standards. C'est simplifier les process au maximum. La vie est déjà hyper compliquée. La réalité métier, que ce soit un OF, un organisme de formation ou autre chose, est hyper compliquée. Les process doivent être les plus simples, les plus intuitifs et les plus englobants possibles. C'est très simple de faire un truc compliqué. C'est très compliqué de faire un process simple. Donc les gens qui vous sortent des process avec plein de cas particuliers, machin et tout, ça veut dire que ça veut dire qu'ils sont pas. C'est très simple de faire ça. Moi aussi, je peux faire un cas avec chaque cas particulier, c'est une ligne. L'objectif, c'est de faire en sorte que 99% des cas, ça fonctionne. Et c'est très rarement un cas particulier. Et quand c'est un cas particulier, peut-être même faut-il le négliger. D'accord. Donc il y a vraiment cet aspect qui consiste à être mécanique et ordonné dans la manière de travailler. Et ça, c'est pas simple. Parce qu'en fait, le Web3 et l'innovation attirent beaucoup de personnes qui sont un peu des excités. C'est pas une mauvaise chose d'être excité, hein. Même au contraire, hein, ça permet d'avoir plein d'idées, mais qui sont pas des gens posés, qui sont pas des gens qui ordonnent de manière rigoureuse et ordonner les choses. Et ça, moi, j'ai vu plein de projets Web3 qui explosent parce qu'il n'y a que 3 personnes qui ont envie de faire des JPEG, quoi. Euh, et que personne ne peut se poser pour trouver une solution simple de mettre en chose la place, les choses. Voilà. Voilà ce que j'ai appris. Voilà. Et puis c'est pas très compliqué, hein, ça, je suis sûr que tous ceux qui ont fait un peu de maths le savent. Bah, même pour la tokenomics, je connais pas mal de personnes qui ont dû apprendre la théorie des jeux pour connaître un peu plus dans les détails et ils m'ont dit que c'était pas très très compliqué donc Et, toutes les personnes et voilà. voilà. Et là, tu veux la tokenomics, qui est une discipline, on va dire, assez matheuse, hein, mais très sincèrement, la théorie des jeux sert pour tout dans la vie. Donc c'est pour ça que je dis que d'une certaine manière, ça devrait être au lycée. Parce que ça vous permet en fait déjà d'être moins en colère et de plus comprendre la réaction des gens et d'une certaine manière à être plus doux avec les autres personnes, à moins détester les gens. Parce qu'en fait, tu te dis, cette personne a juste agi dans son intérêt, j'ai pas de raison de la détester pour ça. Euh, Beaucoup de haine sur Terre serait évitée si on comprenait pourquoi les gens font les choses. Voilà. Mm. Tu parlais juste avant d'Aliera. Est-ce que tu Ouais. peux nous dire qu'est-ce que Aliera et quel est son but? Alors, le but d'Alira, à mon sens, c'est effectivement de pouvoir permettre au maximum de gens de se former correctement et professionnellement pour en fait tout ce qui va être les métiers ou les passions de l'innovation. Alors en l'occurrence, la blockchain est naturellement un peu notre cœur de métier, hein, c'est comme ça qu'on a commencé. Il y a maintenant aussi des formations sur l'IA. L'idée, c'est de s'approprier ces technologies-là. Pour des gens qui ont déjà un métier, il ne faut pas oublier que chez Alira, les gens ont entre 30 et 40 ans, hein, donc on est sur de la formation continue, on ne s'occupe pas pour le coup d'étudiants au sens juridique du terme, si je veux dire ça comme ça.
Donc, ce sont des gens qui sont en formation continue, qui ont déjà un métier et ils se rendent compte que cette corde de plus à leur arc, cette flèche de plus à leur carquois, cette compétence professionnelle en plus dans leur CV serait plutôt souhaitable. Et donc, c'est comprendre comment fonctionne la blockchain, savoir gérer les projets en méthodes agiles dans cet écosystème-là, parce qu'il y a quand même leurs particularités aussi, savoir développer des applications décentralisées avec du Web3, le faire d'eux-mêmes, par exemple, avec de l'IA, avec des modèles d'apprentissage, et être porteur, référent, conseiller, sachant de ces nouvelles technologies dans l'écosystème francophone de demain. Voilà, c'est globalement ça la mission d'Alira, des formations qui sont courtes, qui sont destinées aussi pour des gens qui sont en activité professionnelle, donc des cours du soir, les lundis, tôt le Calira avec moi, je fais venir un acteur de l'écosystème, aux disciplines très variées, hein, je change comme ça, entre l'avocat, le builder, l'influenceur ou éventuellement le journaliste, le vulgarisateur, etc. etc. Donc on varie en fait, mais toujours dans l'écosystème du Web3 et de l'innovation. On découvre cette personne, on découvre sa manière de travailler, sa manière de voir le monde, puisque la façon de voir le monde est un diamant avec beaucoup de facettes. Mardi, accompagnement des projets. Donc des professionnels qui accompagnent des projets, qui leur expliquent comment gérer leurs livrables, quels sont les livrables qui sont importants, comment les construire, comment les faire avec sens, comment s'organiser, parce que 80% des groupes que je vois sortir, enfin des projets que je vois sortir, quand ils explosent parce qu'ils ne sont pas organisés. Donc maintenant, on est très à cheval là-dessus, dans l'organisation de la gestion. Euh, les mercredis et les jeudis, c'est du cours, c'est aussi des experts qui viennent, donc des gens que j'aime beaucoup, qui ont une véritable expertise pointue et millimétrée et chirurgicale pour un domaine, et qui vont pouvoir effectivement comme ça apporter les petits joyaux sur l'énorme bijou qui est une formation chez Alira. La particularité pour moi qui est forte et qui fait l'ADN d'Alira, c'est déjà sa communauté, c'est déjà l'expérience qu'on a, le fait qu'on fait ça depuis longtemps. Alira est une école de professionnels de la formation passionnés par le Web3 et par l'inverse, et c'est très important que ce soit comme ça. Parallèlement à ça, ce qui est important, c'est qu'on fait démarrer toutes les verticales toute la verticale blockchain en même temps. Ça veut dire ceux qui font du développement, ceux qui font de la gestion de projet, de la mise en œuvre de projet, ceux qui font de l'expertise en finance centralisée, de la gestion de ces projets-là, ceux qui font de la tokenomics, tout le monde commence en même temps. Et en fait, ils sont synchronisés pour faire ensemble un projet commun, pas tous en même temps, hein, mais par petits groupes. Donc des projets par groupe qui sont hybrides, avec des compétences variées et diverses, qu'il va falloir organiser, orchestrer, ordonner, calibrer, gérer effectivement les comptes rendus, les plannings, les CR, les arbitrages de manière extrêmement professionnelle. Et derrière un vrai objet. Ça veut dire qu'à la fin, ils sortent un POC, c'est-à-dire qu'ils sortent un produit qui pourrait être déployable après quand même quelques mois supplémentaires, hein, parce que la formation est très courte, mais en tout cas qui est en phase d'être déployable. Parce que s'il y a bien quelque chose que je déteste dans l'enseignement, c'est d'apprendre les gens à vivre sur un PowerPoint. Alira ne fait pas de formation PowerPoint. C'est pas à la fin, tu montres un pitch et t'as pas, et ça serait bien, et tu n'as pas touché cette matière-là. Donc on construit l'avion, on vole avec l'avion, on fait atterrir l'avion, et on ne montre pas un plan d'avion en disant que ce serait génial. Voilà. C'est un peu ça à l'IRA. Puis bon, je pourrais en parler naturellement, comme tu imagines, pendant des heures, mais j'ai déjà été assez bavard. Et chez Alira, tu es directeur pédagogique. Ouais. Qu'est-ce que tu fais concrètement c'est quoi ton quotidien? Bah, mon quotidien est relativement chargé et il est assez simple. La direction pédagogique consiste à faire en sorte que, quoi qu'il arrive, les apprenants, un programme, un parcours de qualité, avec des gens de qualité qui leur transmettent le savoir au bon moment et de les bonnes manières, des gens qui sont compétents, pédagogues et simples et qui est agréable de travailler, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont compétents, qui ne sont pas simples à travailler. Il y a des gens qui ne sont pas compétents, pas simples et qui ne sont pas, qui sont pas pédagogues non plus, hein. Mais il y a effectivement il faut avoir ces trois qualités. Elles sont pas si communes qu'on l'imagine. Et à côté de ça, en fait, de faire en sorte que ils aient tous les moyens pour mettre en œuvre leur projet, c'est comme ça qu'on s'articule de notre côté, qu'à la fin, les certifications auxquelles sont amenés les différents parcours soient rigoureusement respectées, que les jurys aient parfaitement conscience de la manière avec laquelle ils doivent être certifiés, qu'ils évaluent les compétences de manière rigoureuse et précise, et qu'à la fin, la personne qui le mérite est certifiée et celle qui ne le mérite pas ne le soit pas. D'accord.
Donc c'est du contrôle, c'est de la mise en œuvre, c'est de l'organisation, c'est de la gestion de projet, c'est de la contrôle qualité, c'est beaucoup d'humains parce qu'en fait, c'est plusieurs dizaines de personnes qui articulent ça au sein d'Alira, entre les formateurs, entre les personnels et entre les encadrants, les accompagnements, les mentors. C'est pas pavé d'or. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'être chef d'orchestre de tout ça, de pouvoir pallier, si c'est nécessaire, parce que des fois j'enseigne, de pouvoir en fait effectivement améliorer les choses, faire de session en session, trouver ce qui n'était pas perfect, enfin, qui n'était pas parfait, ce qui était perfectible, et d'essayer d'aller plus loin, d'abandonner ce qui ne sert pas et de surtout garder ce qui fonctionnait. Donc c'est du jugement, c'est du recul, c'est être capable d'écouter beaucoup de sons de cloche. Et c'est pas simple, il faut de l'expérience et il faut beaucoup d'années pour arriver à un bon parcours, hein. Personne, aucun EF ne fait un parcours comme ça, hein. Les premiers parcours chez Alira étaient très perfectibles et maintenant ils sont beaucoup mieux maintenant. Donc il y a tout ça et globalement c'est déjà pas mal. Garantir la conformité du bousin et aussi être d'une certaine manière une forme de juge de l'équilibre des choses. Il serait extrêmement simple de dire chez Alira, donner la certification à tout le monde, les gens seront contents et ils vont dire dans les réseaux sociaux que c'est formidable. Je ne devrais pas gérer des mails de ouin-ouin. Ce serait beaucoup plus simple de le faire comme ça. Or, en fait, c'est pas le boulot d'un EF. Le boulot d'un EF, enfin, d'un organisme de formation, c'est de faire en sorte de former les gens bien et de mettre dans le marché du travail de manière légitime celles et ceux qui le méritent. Euh, Vous rencontrez un EF ou une école qui vous dit qu'elle a 100% de succès à la certification, c'est un fake. Ça veut dire qu'ils ont fait comme le bac en France, ça veut dire qu'ils ont descendu le niveau jusqu'à que n'importe quel chimpanzé puisse passer le bac. L'objectif, effectivement, d'un EF, c'est effectivement d'être calé sur le réel. Et donc, de cette manière, de dire que malgré la bonne enseignement, il y a des gens qui n'ont peut-être pas la motivation, qui n'ont peut-être pas le bon rythme et qui n'y arriveront pas parce que la certification est quelque chose de sérieux. Donc, il y a cette difficulté-là qu'un directeur pédagogique doit faire, c'est de faire en sorte que soient certifiés ceux qui le méritent et que ceux qui le peuvent puissent acquérir les compétences pour être certifiés, sachant qu'on ne pourra pas forcément certifier tout le monde parce qu'il y a plein d'autres choses qu'on ne contrôle pas, la santé, la maladie, la motivation de quelqu'un, le fait qu'il rentre en dépression, le fait que finalement en cours de route il se rend compte que c'est pas fait pour lui. Hein, ça arrive souvent. Hein. On a plusieurs, on a formé plus de 2000 personnes, on en a certifié plus d'un millier, enfin 1600, 1400. Ça dépend en fait de ce qu'on appelle certifié au sens juridique du terme. Et globalement, dans l'idée, on aura toujours des gens qui à mi-chemin se disent bon, en fait le Web 3 c'est pas fait pour moi. Et c'est pas grave, d'accord. Et c'est pas grave, c'est pas quelque chose de grave. Cette personne barre, on est contente, elle garde un bon souvenir de ce qui s'est passé. Et c'est aussi mon rôle à moi de faire en sorte que même ces cas-là se passent bien. Voilà. Et pour rebondir, Aliara, c'est la seule école blockchain qui a deux certifications professionnelles en France. Ouais. Et je voulais savoir qu'est-ce que ça veut dire concrètement et quel rôle tu as joué dedans. Alors, ça fait partie aussi de mon métier, c'est de pouvoir articuler, mettre en place ces choses-là. On va expliquer un peu ce que c'est qu'une certification professionnelle, d'accord? Dans le panache, en fait, de ce qu'on appelle alors, je vais mettre diplôme avec des guillemets, d'accord? Ce qu'on appelle les diplômes en France, il en existe globalement de trois grands types. Il y a d'abord ce qu'on appelle les diplômes d'État. Ce sont les diplômes qui sont délivrés par l'État. Voilà. C'est-à-dire que les universités, les écoles de médecine, les écoles de vétérinaires qui sont, on va dire, c'est quoi le terme? C'est assignées par l'État, ont le droit de délivrer des diplômes d'État. Donc c'est les maîtrises, c'est les doctorats, c'est Hmm. les licences, c'est les bacs aussi. Enfin, les bacs c'est un peu particulier parce qu'il y a des bacs techniques, mais bon. Un OF, un organisme de formation comme Alira ou comme tous les autres OF que vous connaissez, ne peuvent pas délivrer des diplômes d'État. Si vous dites si moi je dis que je diplôme un diplôme d'État, je fais de la fraude. D'accord? Parce que c'est pas l'État qui délivre le diplôme, c'est moi qui le délivre. Bon. Hmm. Et comment faire en sorte que des écoles privées ou des organismes de formation privés puissent délivrer des, euh, des, des, des certificats d'aptitude, on va dire ça comme ça, on passe par un autre département qui s'appelle France Compétences, qui est dirigé par le ministère du Travail. Le ministère du Travail, par France Compétences, définit deux types de certifications. Ça, c'est sont inscrits au RNCP, qui sont des certifications longues destinées en général pour des métiers. Donc, c'est les trucs des diplômes d'ingénieurs, c'est des diplômes d'écoles de commerce, etc., etc., ou les universités peuvent aussi le délivrer. Hein. Les universités délivrent aussi ce genre de diplôme, enfin de titre, pardon. Et à côté, on a le répertoire spécifique qui sont destinés à des formations plus courtes, qui sont destinés à des professionnels et avec des compléments supplémentaires. D'accord. Et ça, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on a deux certifications professionnelles, un truc de répertoire spécifique. Il y en a une qui est liée au développement de solutions décentralisées, donc de DApps, tout simplement, dans Web3. On n'est pas le seul OF à faire ça. Il y a un autre OF qui le fait aussi, qui est Simplon.
Donc, on est 2 seuls organismes à pouvoir prendre un développeur ou quelqu'un qui a déjà une expertise en développement, lui faire une formation et avoir un ensemble de critères extrêmement précis qui ont été validés par l'État et le ministère du Travail, je ne sais pas ce qu'il vous faut, pour dire cette personne a les compétences et les savoir-faire suffisants et nécessaires pour pouvoir être utile dans le marché du travail du Web3. Voilà, globalement, c'est ça l'idée. Donc, il y a 2 seuls organismes qui ont le droit de délivrer ça, donc c'est ça. À côté de ça, il y a une certification qui est la 6410, qui est la mise en œuvre de projets, enfin mettre en œuvre des projets avec des solutions blockchain, enfin mettre des solutions numériques avec des solutions blockchain, et en fait qui est délivré par l'IRA, qui est en fait la seule certification professionnelle de gestion et d'accompagnement de projets euh, dédié au Web3. D'accord. Ok. Et en fait, Alira est le seul organisme à délivrer ça. Euh, et en fait, on est très très fiers de ça parce qu'en fait, c'est une véritable victoire vis-à-vis du ministère du Travail, vis-à-vis des institutions de l'État français, parce qu'en fait, on leur a bien fait comprendre, et c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de rigueur, pas tout le monde est capable de faire ça. Euh, au sens institution, hein, pas au sens personne, hein, mais au sens institution, parce qu'en fait, il faut justifier de milliers de personnes qu'on a formées. Regardez, ils ont mis du travail, vous voyez bien que ces compétences servent. On ne les a pas sorties de notre chapeau. Il y a une véritable réalité économique qui fait que, au-delà des gens qui font du développement Web3, il y a aussi un savoir-faire qui n'est pas du développement, mais qui est un savoir-faire de compréhension des enjeux, de compréhension pédagogique de ce qu'est la blockchain, de ce qu'est la possibilité, de ce qu'est le cadre juridique qui l'encadre, d'un minimum de manipulation des outils. Et donc, à la fin, des gens sont aptes à pouvoir accompagner des projets parce qu'on a une certification derrière qui les contrôle correctement. D'accord. Si vous avez un OF qui n'a pas une certification professionnelle blockchain, bah, en fait, vous pouvez avoir une formation A et à la fin, on vous donne une certification de tir à l'arc. Euh, Mm. Ça arrive. Ça arrive notamment quand en fait la formation n'a pas de certification qui existe derrière. D'accord. Sauf que là, actuellement, c'est plus le cas. Actuellement, effectivement, on a des certifications qui existent. Et donc, le problème qu'il y a avec ça, c'est que quand vous avez fait une formation A, que vous avez une certification qui vous donne B, ben, quand vous allez dans le marché du travail, vous n'avez qu'un truc qui vous en fait, garantit que vous connaissez les compétences B. Et rien qui vous garantit les compétences A. Donc, c'est pour nous quelque chose d'extrêmement important parce que le marché du travail est en train de se cristalliser. Les entreprises sont vraiment en train de grandir, de s'articuler par rapport à ça. Et en fait, ce qui va se passer tôt ou tard, c'est qu'on va avoir des grands groupes qui vont réclamer en fait des professionnels dans le Web3 et qui vont demander de la certification professionnelle de compétences blockchain et pas d'autres compétences. Et donc, pour nous, c'est vraiment important de pouvoir offrir au marché français et aux jeunes professionnels et aux moins jeunes professionnels de l'écosystème français la possibilité de faire valoir leurs compétences. Pour nous, c'est crucial. On sait que l'industrie Web3 manque de talent. Il y a beaucoup d'entreprises qui le disent. Est-ce que chez vous, vous ressentez un nombre de candidats en augmentation ou plus de gens qui s'intéressent et Alors, qui veulent faire des formations? les candidats, pas une augmentation énorme, hein, pas une augmentation exponentielle. Par contre, on a des gens qui sont moins perdus quand ils viennent. Alors, il y a aussi plusieurs choses, hein. Il y a aussi le bull run et le bear market qui jouent un peu. Quand il y a un bull run, bah, plein de médias en parlent. Donc, il y a plein de gens qui disent ah, c'est peut-être le bon moment de se former. Et ils y viennent alors que c'est peut-être pas forcément le meilleur moment de se former parce que c'est les phases les plus bruyantes en fait de l'écosystème. Alors que le bear Mm. market, c'est un très bon moment pour se former. Il y a moins de distractions, on est plus calme, les projets sont en plein build, c'est beaucoup plus intéressant. Et donc en fait, ce qu'on a remarqué chez Alira, c'est pas, il y a plus de gens, mais c'est pas plus de gens, c'est surtout des gens beaucoup plus compréhensieux, enfin compréhensifs de ce que veut dire le Web 3 et pourquoi ils sont là. Et ça, c'est une grande fierté. C'est vraiment qu'on soit vraiment vu comme un phare dans la nuit par rapport à ça, avec les jeunes professionnels en devenir qui veulent effectivement s'entraîner et se former à ces technologies-là et une terre d'asile pour cet apprentissage-là, qui soit à lire. Donc ça, c'est vraiment pour nous une grande fierté et ça permet en fait de créer une communauté très soudée et très unie et c'est un véritable plaisir au quotidien. Très bien. Et quelles sont les prochaines étapes d'Alira? Alors, les prochaines étapes d'Alira, bah, déjà, continuer à grandir. On recrute de plus en plus de personnes. On a fait beaucoup de promotions en interne aussi au sein d'Alira. C'est vraiment un organisme vivant qui sait récompenser le talent. Et en fait, globalement, l'idée, c'est qu'on va de plus en plus. Alors, je
veux pas non plus déclarer en fait les petits secrets, mais dans les cartons, il y a aussi le fait de pouvoir s'adresser aux entreprises. Ça, c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus parce que globalement, on a deux cas de figure qui est la personne qui se dit: «Je veux améliorer ma carrière, donc je rejoins Alira». Ça, on en a. Par contre, il y a aussi des entreprises qui commencent à se dire: «On a 20 employés qui bossent dans le département marketing ou dans le département conformité, de telle banque. On aimerait bien, comprendre de quoi on parle, donc est-ce que vous pouvez nous faire une formation sur mesure pour nous?» Et ça, c'est un des grands enjeux d'Alira, c'est de pouvoir effectivement répondre aux besoins des entreprises, alors qu'on répond plutôt à un marché particulier. Il y a aussi quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est de pouvoir en fait permettre des choses moins exigeantes que les parcours actuels. Parce que les parcours actuels en fait sont très exigeants, c'est 3 mois, c'est pour les cours du soir, mais c'est quasiment tous les soirs. Il y a un projet à mettre à la fin, on n'est pas là pour rigoler, on est là pour performer et pour vraiment atteindre un certain niveau d'excellence et de compréhension des choses parce que c'est la bonne manière de nous faciliter la vie par la suite, hein. Un petit peu d'effort aujourd'hui pour être tranquille demain, disons les choses clairement. Et globalement, il y a beaucoup de personnes, j'ai vu, alors c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé Alice au Pays des Cryptos, on pourra en parler tout à l'heure, mais il y a beaucoup de personnes qui veulent juste comprendre un peu ce que c'est que le Web3, un peu ce que c'est que l'IA, et qui n'ont peut-être pas besoin d'une certification professionnelle et d'y investir 3 mois. D'accord. Alors, ce marché-là, il est un peu, j'ai pas le terme marché parce que c'est pas vraiment un marché dans le sens où c'est un souhait humain, ça devrait pas être toujours monétisé, mais globalement, il y a beaucoup de vulgarisateurs crypto, bah, ce que vous faites chez Cryptosphère par exemple, ce que font beaucoup de médias comme Cryptost pour lequel j'ai un affect tout particulier, ce que font beaucoup de vulgarisateurs, Grand Angle Crypto par exemple, qui fait un contenu d'extrêmement grande qualité, et je vais m'arrêter d'en citer parce que sinon je vais faire des jaloux. Faune Radio qui fait une radio crypto littéraire sur Bitcoin. On a une quantité de Jean-Jacques Favier avec le Cercle du Coin. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont mi-évangélistes, mi-vulgarisateurs, mi-pédagogues, qui en fait nourrissent des gens qui veulent juste avoir une certaine petite curiosité initiale et qui veulent être satisfaites. Cette partie-là, de vous initier au Web3 peut être fait avec grande qualité, pas dans la précipitation, comme j'ai déjà vu délivrer à plusieurs endroits, mais on peut arriver à un stade où on pourrait créer quelque chose de pas mal, qui est un espèce de permis de conduire, un peu comme le C2I de mon enfance, enfin de mon adolescence, mais qui serait le C2I du Web3. Tu vois, c'est un des projets que j'aimerais bien, c'est de créer un espèce de permis de conduire brevet, certification à la Microsoft, de dire I know Web3, qui est pas très exigeante. T'en fais pas un professionnel, mais au moins t'en fais un utilisateur aguerri. Il y a ça. L'autre point qui est pour moi des grands enjeux d'Alira, c'est on commence à voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets qui actuellement en fait sont en levée de fonds, qui réussissent, qui performent, qui font vivre des gens de leur passion, ce qui est pour nous la plus belle des récompenses. On a un partenariat actuellement avec Cube3 qui nous donne beaucoup de joie parce que chacun a son métier, hein. On peut pas, c'est-à-dire que nous on est une école, on peut pas tout savoir bien faire. Voilà, on n'est pas. Vous savez, quand vous rentrez dans un restaurant qui fait kebab, pizza, lasagne, machin, c'est qu'ils font tout mal en fait. Nous, on fait de la bonne pizza, eux, il s'avère qu'ils font du très bon kebab ou l'inverse, hein, selon ce que vous aimez manger. Et donc, effectivement, pour moi, c'est le meilleur, le plus bel incubateur d'Europe. Déjà par les talents qui l'ont rejoint et la manière qu'il a de s'articuler et une certaine forme de transparence et d'honnêteté financière que j'ai trouvé assez rarement dans les incubateurs de nos jours. Et pour le coup, bah, en fait, on est très heureux d'avoir beaucoup d'anciens qui rejoignent l'incubateur Cube 3. Donc il y a aussi ce côté qui est à terme peut-être de pouvoir peut-être accompagner un peu plus nos anciens vers ces projets-là. Vers ces grands professionnels du lancement en orbite, si j'ose dire, des projets. Donc voilà, ça un peu ce qui sont les grands chantiers d'Alira. Après, bah, aussi globalement, bah, continuer à grandir, hein, tout simplement, ce qui est le propre des entreprises en bonne santé. Très bien. Je vois même pas le temps passer avec toi, tellement c'est passionnant de t'écouter. C'est J'ai gentil, encore, merci. euh, j'ai encore Méchant. beaucoup de questions à te poser, mais je pense que je vais me réduire à 3 questions encore, Vas-y, et on vas-y. pourra se faire un autre épisode dans quelques mois. Si tu Donc, veux, ce serait avec euh, donc c'est avec plaisir. Et tu parlais de Alice au pays des cryptos, et ouais. je voulais savoir comment t'es venue l'idée de d'écrire ce livre. Alors, j'aime cette question parce qu'en fait, elle casse un mythe qui est assez fort autour de moi. On pense qu'un jour, je me suis levé là matin et j'ai dit, je fais une BD. Et en fait, dans la réalité, c'est pas du tout ça. Je vais te raconter l'histoire de la licence, qui est une belle histoire aussi, hein, mais qui est une histoire
enfin beaucoup plus simple et beaucoup plus modeste. En fait, il y a un apprenant qui s'appelle Michael Bobin, qui est un ancien d'Alira, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a été contacté par une maison d'édition, en l'occurrence les éditions du Faubourg. Et les éditions du Faubourg voulaient, en fait, est une édition très courageuse, indépendante, que j'aime beaucoup. Donc, je salue Sophie Caillas, si elle nous écoute, et ses collaboratrices, puisque c'est une édition dirigée par des dames, figure-toi. Et en fait, la particularité qu'il y a, c'est que ils abordent des sujets extrêmement courageux. Qui est la condition des femmes dans telle culture, le nucléaire ou pas le nucléaire. C'est-à-dire qu'en fait, des sujets qui sont des vrais sujets importants de société et qui, en fait, euh, quand ils sont abordés devant la machine à café, tout le monde est très excité, mais en fait, tu te rends compte que tu ne connais pas grand-chose et que tu vas surtout être pro ou contre parce que tu as tel pote qui est plutôt de ce côté-là. Tu vois ce que je veux dire? Et elles, c'est ce qu'elles font, c'est qu'elles créent enfin, elles font créer des BD, c'est une maison d'édition, des bandes dessinées, alors plutôt des romans illustrés, donc c'est une format de BD un peu particulier. Ça reste une BD, mais c'est pas enfin pas les grandes feuilles à la belge, mais en demi-feuille. Donc c'est déjà ça se transporte plus facilement. Et en fait, d'une certaine manière, il y a c'est moins cartoon, c'est moins Marvel, c'est beaucoup plus explicatif, c'est beaucoup plus histoire, si j'ose dire. Et en fait, elles veulent créer une bande dessinée sur la crypto, sur Bitcoin. Euh, Michael, en gros, il dit je ne saurais pas faire, mais par contre, allez voir Daniel parce qu'il aime bien raconter des histoires et qu'il écrit beaucoup sur LinkedIn et il adore écrire. Je suis contacté, je suis très touché, je suis vraiment très flatté. Hein, je suis là, ah, c'est gentil à vous. Voilà. Donc, je suis un peu timide là, comme ça, je ne sais pas trop quoi dire à ce moment-là. J'ai un premier entretien et finalement, ça se passe merveilleusement bien. Ça veut dire vraiment, il y a ce côté qui fait que elles n'ont pas d'a priori au départ, elles ont une vraie pensée ouverte d'esprit, réflexion et dire voilà, on sait qu'il y a du bien et du pas mauvais, est-ce qu'on peut faire une œuvre équilibrée? Et j'ai adoré la démarche. J'ai vraiment été très touché par la démarche, qui est pour moi le véritable journalisme, la véritable maison d'édition, qui éloigne le pamphlet et qui cherche vraiment à faire comprendre aux gens ce qu'est le monde qui leur entoure. Donc je dis oui. Et je flingue tous mes week-ends pendant un an pour l'écriture d'Alice, qui s'est avéré beaucoup plus compliqué que j'avais imaginé, dans le sens où j'ai écrit beaucoup de textes et finalement il n'y a que la moitié qui est pris parce que dans une BD, t'as pas, c'est des bulles, hein, donc les phrases, c'est des phrases courtes, il n'y a pas d'envolée lyrique, les descriptions, c'est essentiel. Donc il y a très très peu de texte, contrairement à ce qu'on peut imaginer dans une BD, il y en a beaucoup moins qu'on l'imagine en tout cas. Et vient la difficulté de faire des schémas qui fonctionnent, qui sont éducatifs, qui sont intuitifs, qui restent sur une page. Le but n'est pas de faire un manuel scolaire, mais de faire quelque chose qui vous donne les éléments et les petites clés de lecture pour piger un peu de quoi on parle. Euh, et je voulais faire quelque chose, en fait, qui pouvait se lire dans un grand trajet de train, donc se lire dans 1 heure, et qui, en fait, comblait un vide éducatif pour moi abyssal. La majorité des gens sont curieux. La majorité des gens sont curieux. Il y a toujours une petite once de curiosité qui fait qu'on n'a pas envie de passer pour un digon. On a envie de comprendre comment fonctionnent les choses. D'accord. Bon, après, il y a des gens qui ne sont pas du tout curieux, mais c'est plus rare. Hein. Les gens sont parfois un tout petit peu curieux. Sauf qu'en fait, cette curiosité est plus ou moins dévorante et va permettre d'investir plus ou moins d'énergie. Les gens les osent clairement. Et en fait, le grand problème qu'il y a souvent avec ça, c'est que lire un bouquin sur Bitcoin, il faut franchement être très curieux. Euh, Aller chercher du contenu YouTube et faire le tri entre les scams, les trucs pépites x100 et compagnie, c'est pas simple aussi, même si on peut donner des conseils sur des créateurs de grands contenus comme Grand Angle ou Cryptost. Et il y en a d'autres, hein, bien sûr. Hein. Je suis sûr que je m'en voudrais d'en avoir zappé quelques-uns pendant ce podcast. Et, euh, et en fait, je voulais que quand germe cette petite curiosité, où on se dit je veux bien lire une BD pendant 1 heure, il y a un objet pour satisfaire ça. Et surtout pendant Noël. En fait, pendant Noël, vous avez les repas de famille et vous allez inévitablement avoir des gens où vous allez devoir expliquer ce que c'est que la crypto et Bitcoin à votre famille ou à vos proches. Et c'est pas simple. Même moi, j'ai parfois un peu de mal à expliquer ça parce que c'est vraiment un sujet très complexe et très rapidement, on part dans plein de directions et on perd notre interlocuteur. Et donc, je voulais faire un condensé de ce qui était intéressant en accent sur un point qui pour moi est totalement négligé, c'est ce que c'est que de vivre un bull run. Euh, on ne peut pas comprendre notre écosystème Web3 si on ne sait pas ce que c'est que le vivre. Et c'est ce qui fait la frontière entre nous et eux, dans le sens où nous, on a vécu un bull run, c'est notre passion, on sait ce que c'est. Les autres ne comprennent pas ce qui nous anime.
C'est un peu, alors je vais te donner un parallèle qui est pas forcément flatteur, mais c'est un peu comme, si tu n'avais pas vécu une guerre, tu sais pas ce que c'est. Voilà. Il faut vivre une guerre pour écrire un bouquin sur une guerre. Les gens qui écrivent sur la guerre, les Marc Lévy qui écrivent sur la guerre alors qu'ils savent pas ce que c'est, enfin pas les Marc Lévy, les BHL, bah, voilà, vis une guerre et après tu écriras dessus. Pareil l'amour, qui va écrire un bouquin d'amour s'il a pas vécu l'amour? D'accord? Bah, le bull run, c'est pareil, le web 3 c'est pareil. Il faut le vivre et il faut donc passer par des phases émotionnelles, la surconfiance, la panique, tout ça et en fait comprendre qu'il y a une véritable culture et c'est l'intérêt de cryptoculture.art, alors qui est un site qui pour l'instant est en construction, il faut que je trouve le temps de le finaliser, mais qui met en avant des ouvrages qui sont culturels. Il y a par exemple le Trésor de Satoshi, qui est un polar d'une femme qui découvre être la fille de Satoshi et qui va retrouver les traces de son père, par exemple. Donc c'est un polar, simplement que le thème c'est Bitcoin. Et n'importe qui peut lire ce polar, et en fait c'est notre culture, comme les BD, les cartoons d'Isidore, par exemple, donc CryptoCap, enfin un cartoon, comme le magnifique, les très belles nouvelles d'anticipation de Crypto Stories de Benjamin. Donc voilà, on a en fait cette logique-là, qui est de dire qu'on commence à créer notre propre contenu culturel. Alice, naturellement, en fait partie. Ce n'est pas un manuel, il y a des petites notices pour piger de quoi on parle, mais c'est le fait de vivre une histoire, de toucher un peu à notre culture. Et quand on comprend la culture de l'autre, on a tendance à plus facilement l'accepter. Ça ne marche pas que pour la crypto d'ailleurs. Mm. Tu dis souvent dans tes posts, pour changer le monde, il faut changer d'outil. Mmh. Et je me suis dit, quels sont les outils dont tu parles? Tout, tout. Et en fait, alors j'ai fait, alors ça me fait sourire parce que hier j'ai fait un post à ce sujet. Donc je t'encourage à le mettre en commentaire sur LinkedIn et sur Twitter, qui dit qu'on est tous des enfants de silicium. J'ai lu un livre d'Alain Damasio qui s'appelle La vallée du silicium, qui est pour moi une des plus belles critiques de la technologie que j'ai lues depuis très longtemps. Les critiques anti-technologistes en général sont très bas de niveau, très bas de plafond, pour pas dire méchamment la chose. Alain Damasio est un artiste, un auteur de science-fiction. Il connaît très bien la technologie, il comprend ce qu'elle fait sur l'humain et a fait une critique de la technologie que je trouve admirable, vraiment admirable. Bon. Cette parenthèse étant fermée, qu'est-ce que je veux dire quand je parle d'outils? C'est qu'en fait, nous sommes des enfants d'outils. L'écriture, l'informatique, la motorisation, les réseaux routiers, l'électricité, l'eau courante, tout ce que tu veux, définit ce que l'on pense être possible d'être fait, ce que l'on pense être juste d'être fait, et cette définition de ce qu'on peut faire définit assez grandement ce qu'on est. Et en fait, le médium et le message, c'est une citation de Marshall McLuhan, qui est un philosophe sociologue canadien, qui expliquait que la radio, les médias, au-delà de ce qu'ils allaient contenir, la forme avec laquelle le message va être porté, donc la technologie qui le transporte, est autant un message que le contenu, si ce n'est plus, que le contenu, on va dire, voilà. Et en fait, la forme est aussi importante que le fond, mais pas la forme, Mm. c'est joli, mais la manière avec laquelle le message est transmis. Et en fait, tu vois, par exemple, c'est pour ça la technologie du NFT. On s'en fout de faire des chimpanzés ou des chiens avec du NFT. L'important, c'est qu'on puisse faire des NFT. L'important, c'est qu'il y ait un bout de papier numérique dans lequel tu peux gribouiller un truc qui peut être un billet de train, un billet de concert ou un chien, et que ce truc-là puisse être unique dans un réseau numérique. C'est ça l'outil. D'accord? Et en fait, notre monde n'est paramétré que par ce que l'on peut faire, écologiquement, technologiquement, et donc intimement ancré par ce qu'on a comme outil. Et en fait, je dis souvent, pour changer le monde, il faut changer d'outil. Ce qui a souvent été mal interprété dans le sens où c'est très tech solutionnisme. Et donc, je dis, si vous voulez un monde meilleur, changez d'outil. Et donc, il faut toujours être dans le plus moderne, plus moderne, plus moderne. C'est pas forcément ça le message. Le message, c'est que si vous ne voulez changer le monde, vous êtes obligé de changer d'outil. Le monde qu'on a actuellement, c'est le monde du moteur à explosion, c'est le monde des GAFAM, c'est le monde des outils qui ont été mis en place. Vous faites ce que vous voulez. Si vous ne changez pas ces outils, le monde ne changera pas en fait. Si vous voulez changer le monde, vous devez changer d'outil. Ça veut peut-être dire revenir à des outils plus précédents. C'est-à-dire que quand je dis, en fait, c'est plutôt dire changer des outils, change le monde. Ça veut dire aussi peut-être repasser à la machine à vapeur, peut-être. C'est ce que je veux dire. Je ne dirais Oui, pas ça. peut-être on a pris la mauvaise route et
Peut-être que c'est pas les bons outils qu'on a actuellement. Et en fait, ça revient un peu au principe de l'acteur et le système que disait tout à l'heure Stachenko, dans le sens où avec cette monnaie-là, on ne peut pas changer le monde. C'est que l'outil monétaire, on dit d'ailleurs l'outil monétaire, hein, la monnaie avec laquelle elle est faite en fiat actuellement, est un outil. Tu vois ce que je veux dire? C'est un outil monétaire. Donc, si on ne change pas la manière avec laquelle la monnaie est créée, on ne peut pas changer la manière avec l'incitatif économique des acteurs. Donc, on va crever la planète. Et ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est bien faire comprendre aux gens que les beaux discours, les belles paroles, les partis politiques, la philosophie, tout ce que vous voulez, c'est bien beau, mais on est des êtres humains, enfin, on est des animaux outillés. C'est ce qui fait qu'on est différent du dauphin, qui est peut-être aussi intelligent que nous, mais qui n'a pas un lance-flamme. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que biologiquement, c'est les outils qui nous ont permis de devenir des animaux différents. Et en fait, on est des enfants d'outils. Selon les outils qu'on a, on va être différent. Bah, je donne un exemple très bête qui est très brutal, en fait, qui est par exemple l'esclavage. Je ne pense pas, à titre personnel, que du jour au lendemain, il y ait eu une crise politique civilisationnelle où les gens se sont dit: «Ah, il faut arrêter, le pauvre, tu vois bien qu'il souffre». Je ne pense pas que ça va passer. Je pense simplement qu'à un moment donné, la mécanisation de l'agriculture a fait en sorte qu'avoir un esclave n'était pas rentable. Et que par conséquent, on s'est dit: «Bon, il n'y a plus le fait d'avoir un esclave et c'est vrai que c'était dégueulasse, donc on bascule». Et en fait, je pense que beaucoup d'actes civilisationnels, beaucoup de décisions civilisationnelles sont autant le fruit des changements paradigmes économiques, énergétiques et des outils qui nous entourent que de la morale. Au sens, ça ne veut pas dire que la morale n'existe pas. Tu entends bien ce que je dis, hein. Ça ne veut pas dire que la morale et la sociologie n'existent pas. Mais je pense que la sociologie est pas mal un fruit. C'est-à-dire que la, Mm. la- la- la classe ouvrière et la notion de voilà, le marxisme, le communisme, ces choses-là ont germé parce que l'industrialisation a permis la centralisation des capitaux et qui a créé un déséquilibre des richesses insupportable. Donc c'est bien le fruit des technos qui a rendu ces mouvements sociopolitiques possibles, cristallisables. C'est pas qu'à un moment donné, les gens se sont dit je suis ouvrier et toi tu es un capitaliste. Non, tu vois ce que je veux dire. Ces choses-là sont le fruit des outils qu'on a. Et en fait, les gens qui pensent qu'en fait ces outils n'ont pas d'importance, pour le bien et pour le pire, surtout pour le pire, bah en fait, passent à côté de l'enjeu de ce qu'on vit. Et c'est pour ça que, par exemple, je trouve la blockchain intéressante parce que cette notion de décentralisation, notamment celle de Bitcoin, permet en fait quelque chose qui est beaucoup moins dangereux pour le citoyen que l'est beaucoup d'autres choses. Et que pour le coup, certains outils peuvent être plus douces pour l'humain que d'autres. Voilà, tout simplement. Et que l'outil n'est pas quelque chose de mal. Voilà. Mm. La... ouais. Très bien. J'ai une dernière petite question, parce que j'en ai tellement en tête. J'ai vraiment envie de faire un épisode 2 parce que Tu me dis. Bref. Vas-y. Et je voulais savoir, pour terminer, que la majorité des personnes qui nous écoutent sont soit des étudiants, soit des jeunes adultes. Et je voulais savoir quel conseil tu donnerais à ces personnes-là. Je vais en donner un, mais un conseil très fort. N'acceptez jamais que quelqu'un pense à votre place. N'acceptez jamais que quelqu'un pense à votre place. Vos parents, vos profs, votre copine ou votre copain, j'en ai rien à cirer. N'acceptez jamais que quelqu'un pense à votre place. Les plus grands esclavagismes sont des esclavagismes mentaux, sont des esclavagismes silencieux. N'acceptez pas non plus que je pense à votre place. Moi, je vous dis la manière que j'ai de penser. D'accord? Je pense qu'elle est juste parce que c'est la mienne, mais c'est tout. J'ai aucune. Ça se trouve, je dis des conneries. D'accord? Mais en tout cas, je suis incapable de les déceler. Mais peut-être que j'en dis. D'accord? Donc, ayez l'audace de dire voilà, je vais écouter machin, je vais écouter bidule, je vais regarder machin. Et ça, c'est ma pensée. Elle est précieuse parce que c'est la mienne. Elle est imparfaite parce que je n'ai pas tout vu et parce que je ne suis pas parfait. Mais surtout, n'acceptez pas que les gens pensent à votre place. Parce qu'en fait, si vous laissez que des gens pensent à votre place, vous êtes esclave de la pensée d'un autre. Donc mettez même en doute ce que je viens de vous dire, d'accord? Mais en l'occurrence, voilà, ayez l'audace de douter et l'audace de réfléchir. Prenez plaisir à le faire, parce que comme ça, vous le ferez plus naturellement, je pense. Et restez curieux. Les enfants sont très curieux. Je trouve très triste, très dommage que les adultes finissent par ne pas le devenir. Enfin, perdre ça.
On devrait tous être curieux comme des gosses. Moi, mes proches me disent ça avec une certaine tendresse. Je suis aussi curieux et insupportable que quand j'avais 16 ans. Donc soyez toujours aussi curieux et indispensable. Enfin, là, vous êtes jeune, vous êtes curieux, vous êtes un peu, voilà, soyez-le jusqu'à ce que vous donniez votre dernier souffle. C'est la plus belle vie que je vous offre. Très bien. Est-ce que tu as un mot de la fin pour terminer ce podcast? Pour changer le monde, il faut changer d'outil. Non, mais je vais dire ce mot de la fin, c'est vraiment ça, n'acceptez jamais que personne pense à votre place. Et partez du principe que si quelqu'un pense quelque chose, même si vous pensez qu'il pense mal, il est très attaché à sa pensée et tout le monde pense être le gentil de l'histoire. Alors ça, c'est vraiment, alors ça, je vais vous le dire. Tout le monde pense être le gentil de l'histoire. Du plus sombre terroriste, du plus, peut-être même du plus sauvage capitaliste, tout le monde pense avoir raison de faire ce qu'il fait. Et ça fait un monde compliqué parce qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus. Donc, ayez de la douceur pour les autres. Ne soyez jamais porteur de haine. Voilà, voilà, c'est pas quelque chose qui fait avancer les choses, hein. Une saine colère, d'accord, mais et surtout tournez les pages. Oh, franchement, tournez les pages. Moi, j'ai des déceptions amoureuses, politiques, économiques. J'en ai eu plein, comme tout le monde. La plus grosse erreur que vous pouvez faire, à mon sens, c'est de rester sur une erreur et de refuser de l'oublier et de passer à autre chose. Donc ouais, soyez curieux et puis bah, acceptez ce qui se passe mal comme ce qui se passe mal et soyez heureux quand il vous passe des choses bien, simplement. Très bien. Merci à toi, Daniel. C'était un plaisir de t'avoir écouté et j'espère qu'on se Après, merci. retrouvera très bientôt. Quand j'aurai un peu de temps, ça sera avec grand plaisir, vraiment. Très bien. À bientôt. À bientôt.